Lundi soir, une femme de 35 ans et ses 4 enfants, 2 fillettes de 10 et 7 ans et 2 garçons de 4 ans et 9 mois ont été trouvés morts à leur domicile dans une scène de crime d'une très grande violence selon les mots du procureur. La garde à vue du père, principal suspect, a été prolongée. Quelle est la suite de la procédure? Notre invitée, maître Nathalie Tomasini, avocate au barreau de Paris, spécialiste des violences faites aux femmes et aux enfants, va nous éclairer. Bonjour maître et bienvenue. Bonjour. Bonjour maître Nathalie Tomasini et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors dans cette affaire, le suspect souffre de troubles psychiatriques. S'il est mis en examen, la grande question qui va se poser, qui se pose d'ailleurs déjà, c'est de savoir s'il est pénalement responsable. Quelles vont être finalement les étapes qui vont suivre pour le déterminer? Oui, au-delà de l'horreur de ce drame, c'est effectivement la santé mentale de ce père de famille qui interroge. Je rappelle qu'il a été placé là actuellement en garde à vue médicalisée. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a eu un précédent. C'est-à-dire qu'en 2019, de la même manière, là il n'avait pas tué toute sa famille, mais il avait porté un coup de couteau à son épouse qui était alors enceinte. Et il avait également été placé en garde à vue à l'époque. Il y avait eu un examen psychiatrique qui avait jugé son état incompatible avec une telle mesure et il avait été hospitalisé. Ensuite, il avait de nouveau été entendu en garde à vue. Il y avait eu à l'époque une expertise qui avait conclu à une abolition de son discernement et donc l'affaire avait été classée sans suite pour état mental déficient. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça va être la même chose? Voilà, la question, c'est de savoir, ça a été le cas donc en 2019, on parlait à ce moment-là d'abolition du discernement, donc pas de procès. Est-ce que ça veut dire forcément que ça va être la même chose cette fois-ci? Pas forcément, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'il va y avoir une expertise psychiatrique, peut-être deux, qui vont essayer de déterminer si au moment du passage à l'acte, il y avait soit altération du discernement, soit abolition du discernement. Altération, c'est une circonstance atténuante de responsabilité. Ça veut dire que nécessairement, il y aura une instruction et un renvoi devant une cour d'assises. Je rappelle que cet homme est passible d'une peine à perpétuité, d'une condamnation à perpétuité. Et s'il y a altération du discernement, s'il y a abolition du discernement, le gros problème actuellement en France, c'est que cet homme ne sera pas renvoyé devant une cour d'assises. Il ne sera pas renvoyé devant une cour d'assises et donc les familles des parties civiles n'auront pas de réponse à toutes leurs questions et la reconstruction risque d'être très compliquée. Ce qui se passe, c'est que à tout moment, normalement, même si l'individu, l'auteur est renvoyé devant une cour d'assises, la défense peut encore plaider l'abolition du discernement. Il peut y avoir encore des expertises à ce moment-là. Il peut y avoir encore, et il y aura nécessairement des expertises en cours d'instruction, mais l'affaire peut s'arrêter aussi avant. C'est-à-dire que cet homme peut ne pas être renvoyé devant une cour d'assises, comme par exemple dans l'affaire de Sarah Halimi, qui avait fait polémique à l'époque, et cet homme n'avait pas été renvoyé devant une cour d'assises. Et on avait conclu à l'abolition du discernement. Ce qui est très douloureux, encore une fois, pour les familles des victimes qui ont des questions qui n'auront jamais de réponse, finalement. Parce que même si elles peuvent avoir accès au dossier d'instruction, elles pourront, mais un procès d'assises, c'est là où tout se joue. C'est là où on comprend ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Et ces questions-là, elles sont fondamentales pour les familles des parties civiles. Bien sûr. Sur la question de l'altération du discernement, là, ça veut dire qu'il y a un procès dans ce cas-là, mais vous avez parlé de circonstances atténuantes. Ça veut dire que la peine n'est pas la même. Non, la peine n'est pas la même. La peine, pardonnez-moi, n'est pas la même. C'est donc une peine qui est atténuée en fonction de l'état psychiatrique, de l'état mental de l'agresseur, de l'auteur des crimes. C'est différent. Après, ce qui est compliqué, c'est que même pour les psychiatres, ils n'arrivent pas à déterminer une limite exacte du passage de l'altération à celui de l'abolition du discernement. C'est très compliqué. Ils ont une grille de lecture avec des maladies psychiatriques caractérisées qui font passer de l'altération
à l'abolition du discernement. On sait que cet homme avait des troubles psychiatriques et psychotiques depuis très longtemps. Donc, est-ce que avec la question de son traitement, est-ce qu'il avait arrêté son traitement ou pas? Une question qui se pose aussi en ce moment. C'est une question qui se pose et qui est importante parce que s'il a arrêté son traitement, malgré tout, il a une responsabilité. C'est lui-même qui a décidé d'arrêter son traitement. Et là, est-ce qu'on peut considérer que finalement, il n'a pas arrêté son traitement sachant qu'il y avait des risques, puisqu'il connaissait son état? Et là, ça sera effectivement une question intéressante que les experts vont se poser. Une dernière question, maître. Si, en l'occurrence, il y a abolition du discernement, qu'il n'y a pas de procès, ça veut dire hospitalisation ensuite. Combien de temps? Est-ce qu'il y a finalement une durée minimale pour cette hospitalisation? Non, il n'y a pas de délai. Il y aura un collège d'experts, médecins, psychiatres, qui se réuniront régulièrement pour savoir si l'état mental de l'auteur, de l'individu, est suffisamment compatible avec une remise en liberté. Et juste sur cette question de l'abolition du discernement, c'est quelque chose que vous constatez de plus en plus? Il y en a de plus en plus sur ce type de drame-là? Ou pas? Il y en a de nombreux, et effectivement c'est une question qui doit interroger la société, car ce sont des crimes finalement sans châtiment. Et c'est un véritable problème. Je rappelle quand même également dans cette affaire que ce père, et je l'ai dit, ce père de famille était connu pour des violences conjugales. Et encore une fois, on ne mesure pas la dangerosité de ces hommes violents dans le huis clos familial. La société n'a pas encore compris la nécessité immédiatement de traiter le problème, et je ne comprends pas pourquoi en 2019 précisément il n'y a pas eu d'enfermement psychiatrique déjà à l'époque et de mesures de protection de cette famille. D'éloignement, oui. Maître Nathalie Tomasini, je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste donc des violences faites aux femmes et aux enfants. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci. Merci à vous.